Bonjour, voici Alexandra, Juliane, Dario et Caroline. Nous sommes des étudiants en technique de travail social, deuxième année. Dans le cadre de notre stage communautaire, nous avons dû travailler avec la table de concertation des aînés des Laurentides sur le sujet de la maltraitance faite aux aînés. Notre mandat, c'était de créer des outils de diffusion et nous avons décidé de faire une vidéo et un blog. Dans notre vidéo, vous allez apercevoir, nous avons des vox pop, des avis d'experts ainsi que quelques témoignages. Bon visionnement! C'est quand ils s'en occupent pas, qu'ils les laissent dans leur chambre, admettons, s'ils sont dans une résidence, puis ils s'en occupent pas, là, dans le fond. Si je te dis le mot négligence, ça te fait penser à quoi? À des petites personnes tout seules. La maltraitance, c'est que l'aîné se sent malheureux pour différentes raisons. Ça peut être physique. Ça, c'est ce qu'on entend souvent parler, principale chose, mais psychologique est important aussi. Selon moi, la maltraitance envers les aînés, c'est quand tu utilises leur vulnérabilité liée à leur âge, à leur situation, que ce soit mentale ou physique, pour les utiliser à ton avantage, pour leur faire peur, pour leur soutirer de l'argent, et ainsi de suite. T'enlèves l'argent des aînés, t'es nourris pas, t'es bas, t'es laisses dans un coin. Il peut y avoir plusieurs formes de maltraitance. Je pense qu'il peut y avoir physique, économique, psychologique. C'est souvent de la part des personnes entourant les personnes âgées. La maltraitance faite aux aînés, souvent, c'est un peu sournois, c'est caché. On la voit pas tout le temps, même pas souvent. Puis rarement, les aînés vont être à l'aise d'aller en parler. Puis c'est même long à eux de le savoir qu'ils sont victimes d'eux. C'est quelque chose qui s'installe tranquillement, sournoisement par les proches, les amis, les enfants, les petits-enfants, les gens qui peuvent même vouloir dire là, qu'ils leur viennent en aide. La maltraitance, ça arrive, moi je vous dis, jusqu'au moment qu'on commence à perdre le respect de la personne, la façon qu'on va les traiter, comment on va les parler, on va agir avec la personne. C'est là, à ce moment-là, que la maltraitance va commencer. Souvent, ça peut être une forme d'abus de maltraitance qui va être monétaire, physique, psychologique. Quelque chose qui s'installe tranquillement, qui au départ peut sembler, anodin, puis ça s'installe, c'est routinier, ça devient tout le temps. Puis ça fait en sorte qu'en bout de ligne, la personne aînée va avoir une baisse d'estime de soi, va se renfermer plus sur elle-même. La maltraitance, on peut dire que ça tombe entre deux formes, directe et indirecte. Notre forme directe, ça serait plutôt des actions physiques, comme des voies de fait. Et alors que l'indirect, c'est plutôt des actions on va arrêter de parler avec la personne, on va parler dans son dos. Il y a l'abus financier, profiter carrément de quelqu'un, exagérer les prix, ils vendent quelque chose dont elle n'a pas besoin, soutirer de l'argent de toutes sortes de façons. Ça peut être aussi occasionné dans les résidences par les préposés, d'autres personnes âgées qui maltraitent les autres, là. Ça peut être de la maltraitance psychologique, au niveau sexuel, malheureusement. Ça existe aussi chez les personnes âgées. On voit également physique. Également la violation de certains droits. Puis la maltraitance institutionnelle, puis l'agisme. Quand on est victime d'agisme, ça aussi, c'est quelque chose qui est moins évident. En bout de ligne, on va se rendre compte que oui, il y a maltraitance, mais au départ, c'est juste de se faire catégoriser, d'avoir des préjugés envers une personne qui est plus âgée, puis de faire nos actions en conséquence que c'est une personne âgée, il faut la catégoriser d'une certaine façon. Donc, on la laisse pas le temps de parler, on lui laisse pas le temps de parler, on lui parle fort. Quand elle parle, on ne l'écoute pas. On réfléchit à sa place, on parle à sa place. Pourtant, pour n'importe qui, aussitôt qu'on commence à perdre le respect de droit de parole ou l'oreille d'écoute, ça fait très mal. Et même à n'importe quel âge, au moment qu'on sent qu'on n'est plus écouté, ça fait très mal. J'imagine que si une personne est isolée, si une personne est faible et peut-être ne comprend pas ce qui se passe
Si quelqu'un lui essaie de lui voler ses biens ou essaie de lui faire signer quelque chose qu'il ne comprend pas, j'imagine que ça, c'est une facture importante. Disons, si la personne âgée est malade, c'est plus facile d'en abuser comme économiquement ou même physiquement. C'est plus facile parce qu'il est déjà malade. Bien, c'est que la personne se retrouve isolée avec certaines personnes de la famille, puis que la formation est coupée par rapport aux autres. Quelqu'un qui est responsable et qui n'est pas si responsable que ça, c'est plus aux besoins de la personne de la famille. L'isolation des personnes âgées, la honte qu'ils peuvent peut-être ressentir de ne pas dénoncer quelque chose, ou leur incapacité à le faire s'ils perdent la mémoire ou s'ils ne sont pas en mesure de vraiment communiquer ça. Je pense que c'est ça qui augmente les possibilités. Malheureusement, c'est une question d'argent aussi. C'est que les gens vont placer quelqu'un, mais ils ne vont pas faire de visite régulière. Puis ce milieu-là, souvent, peut abuser de la personne. C'est sûr que plus la personne est âgée puis qu'elle sent moins, elle va avoir plus tendance à se faire abuser ou de se faire traiter différemment. L'isolement, je pense que c'est un gros risque de maltraitance. C'est sûr qu'une personne qui est très dépendante physiquement de son entourage, ça peut être des indices supplémentaires qui pourraient faire en sorte qu'elle pourrait, oui, se retrouver victime parce que plus dépendante de son entourage. Il y a aussi, si c'est une personne qui est malade, qui commence à perdre des facultés, si on veut, cognitives, avec des maladies dégénératives. Plus quelqu'un a des inaptitudes là, au niveau, que ce soit au niveau cognitif ou physique, finalement, plus quelqu'un n'est pas autonome, plus il y a de chances d'être maltraité. On pense que ça va juste régler tout seul. Aussitôt qu'on s'est dit que regarde, je vais continuer. Mettons, c'est une question d'argent. Bien souvent, on voit que la maltraitance, ça commence à question d'argent. Que c'est genre un membre de famille ou un bon ami qui demande toujours puis commence à harceler pour l'argent. Des fois, c'est des 5 piastres, après, c'est des 10 piastres. Puis là, à un moment donné, là, lorsque votre chèque arrive dans le mois, bien, vous êtes en train d'endosser le chèque au complet pour le donner à la personne. Et ça va augmenter. Si vous continuez à en donner, vous ne réglez pas la situation, vous ne communiquez pas, vous pensez que ça va se régler tout seul. Malheureusement, on peut dire que majoritairement, la fois, ça va toujours augmenter. Ça ne diminuera pas. La seule façon que ça va diminuer, c'est de communiquer avec quelqu'un puis de dénoncer comme quoi que il y a quelque chose qui se passe présentement que je veux que ça arrête. Et je veux que ça arrête aujourd'hui. On va être capable de commencer à vous aider. Mais il ne faut quand même pas penser que la maltraitance n'arrive que dans les milieux défavorisés. Ça arrive dans les milieux plus aisés aussi. Donc, oui. Personne n'est à l'abri. Oh non. Bien, les conséquences, c'est que la personne a une qualité de vie diminuée. La personne va vivre déjà qu'elle vit une situation qui n'est pas évidente, ça rend encore plus pénible cette partie-là de la vie. Puis je trouve que c'est quelque chose qui, dans notre société, ne devrait pas être toléré. Là. Ça pourrait... Hey, pauvre petite, elle doit être triste. Les gens doivent être tristes, puis ils doivent se sentir mal, puis ils doivent penser que c'est leur faute, puis qu'ils l'ont mérité. Ça doit arriver souvent, ça. Est-ce qu'il y a des conséquences monétaires qui peuvent avoir? Ils n'ont plus d'argent. Si le monde passe leur temps à leur enlever l'argent, à ne pas s'en occuper, ils deviennent malades, puis ils se retrouvent à l'hôpital. Ben, ça peut aller jusqu'à la mort. Moi, je pense qu'une personne qui est maltraitée, autant physiquement que psychologiquement, peut s'isoler à un point tel que la solitude peut la peser à un point tel d'en mourir, là. Les conséquences peuvent être au niveau physique, au niveau psychologique. Si tu prends au niveau physique, la personne peut avoir de la difficulté à dormir, peut avoir de la difficulté à manger, à digérer, les coups et blessures, s'il y en a. Au niveau psychologique, douter d'elle-même, perte d'estime de soi, perte aussi d'une confiance par rapport aux gens de l'extérieur. Ça peut amener à sorte que tu ne vois plus la vie de la même façon. Si c'est des gens, souvent c'est ce qui arrive, c'est que les gens qui se font abuser, c'est des gens qui sont près de eux. Bien, ça diminue aussi le nombre de personnes qui peuvent les aider.
la peur d'en parler aussi, puis la peur de vouloir faire changer les choses, parce que ces personnes-là peuvent se dire, si j'en parle ou si j'essaie de faire en sorte que ça arrête, je vais perdre le lien, mettons que c'est son petit-fils ou sa petite-fille qui vient à chaque mois chercher l'argent qu'elle a. Elle peut se dire, si je donne plus mon argent ou si je donne plus la part de l'argent qu'elle veut, elle viendra plus me voir. Fait qu'il se demande si les conséquences d'en parler vont faire en sorte que la situation va empirer. Quand tu es un aîné, que tu travailles pas, puis que ta rente ou ta retraite que tu as économisé toute ta vie, tu le perds, c'est aussi perdre un peu ta raison de vivre, là. Fait que ça a beaucoup d'impact. Les conséquences, c'est que les personnes se retirent de plus en plus, sont évidemment vivent un énorme choc traumatique, se referment. Il y en a qui vont mourir de ça à cause parce que s'ils n'ont aucune aide, s'il n'y a pas d'écoute de la part de quelqu'un, à ce moment-là, il y en a qui vont se laisser mourir. C'est important que les gens, nos personnes de l'âge d'or, nos personnes âgées, savent c'est pas le moyen d'arrêter la maltraitance. C'est pas ce moyen-là qu'on va faire en sorte que ça va arrêter. C'est pas en faisant la suicide qu'on arrête ça. C'est d'en parler, c'est de communication, de dénoncer. Et il y a des mesures, il y a des façons qui sont déjà en place pour assurer qu'on est capable que vous en profitez de votre âge d'or et de régler la situation là, assez rapidement. Plus la famille est présente, plus la communication est bonne, moins il y a de chances qu'il se passe quelque chose de malencontreux. Alors, c'est une question de communication d'abord et avant tout. D'être bien entouré, d'avoir la capacité de le dire, donc d'être capable de faire confiance aux gens, donc d'être moins isolé, donc être bien entouré. Je suppose que si la personne a beaucoup de soutien, si sa famille est présente et prend soin de la personne. Puis d'être informé de ce qu'il y a là, qui nous entoure, qui peut nous aider, là, toutes les formes d'aide qu'on peut avoir, donc d'avoir une bonne source d'information, puis des personnes qui peuvent t'amener à ces sources d'information-là. Briser l'isolement. C'est vraiment le mot-clé, c'est briser l'isolement, parce que qu'on le veuille ou non, de plus en plus de personnes aînées vont être isolées. Si on se renferme toujours, si on reste seul, on a moins de chances que quelqu'un puisse juste venir nous donner des petites idées sur est-ce que tu penses que c'est normal, des fois, de nous faire rendre compte qu'on est victime d'abus ou d'agisme ou de peu importe la situation. Des fois, on s'en rend pas compte sur le coup, puis c'est les gens juste à voir « Ah, tu penses pas que cette situation-là, elle n'est pas normale ou tu ne penses pas qu'on pourrait peut-être faire ça pour que cette situation-là change? » Dans le fond, pour la personne aînée, le fait d'être bien entourée, d'être renseignée, d'avoir des ressources avec qui communiquer, ça facilite les facteurs qui pourraient diminuer la maltraitance. Plus on va informer nos aînés, et mieux ça va être sur toutes les formes de maltraitance. Et les diriger vers les organismes qui peuvent les venir en aide. Est-ce que vous connaissez des ressources qui peuvent venir en aide aux personnes aînées? Peu, très peu. Je pense que j'en ai déjà entendu parler d'une, mais je me rappelle plus du nom. Pour ça, par exemple, j'en ai absolument aucune idée. Je connais pas. Je connais pas beaucoup de ressources, je sais pas. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Des ressources, je sais qu'il y en a, mais te nommer de même, là, vite de même, ça me vient pas à l'esprit, là. Il y a la ligne aide abus aînés, il y a les services de police, il y a les CLSC, il y a plein d'organismes communautaires, les regroupements d'aînés, la FADOC. Il y en a énormément, finalement. Toutes les lignes, tel abus,
SOS violence conjugale, etc. Là, il y en a vraiment beaucoup. S'ils appellent au CLSC qui disent en gros un peu leurs problèmes, ils vont les référer. Il y en a plusieurs, mais 3 ou 4 dans chaque secteur. Donc, avec le CLSC, ils vont pouvoir avoir toutes les ressources. Chacun a sa petite particularité. Puis, ils se connaissent tous entre eux. Donc, si on appelle à un endroit, c'est pas le bon, ils vont les référer au bon endroit. Le plus difficile, c'est de convaincre les gens d'aller vers ces ressources-là. C'est ça qui est difficile. Parce qu'il y en a des ressources, là. Quelqu'un qui veut vraiment se rompre le silence, là, puis décider qu'il s'en sort de sa maltraitance, il y a du monde qui peut l'aider. Pouvez-vous nous parler un petit peu du projet Café avec un policier? Ben oui, Café avec un policier, hein, c'est pas compliqué. Hein, c'est que nous, les policiers, on va dans un endroit neutre. Un endroit neutre ou un café, exemple un restaurant quelconque. Et on va fournir le café, on va servir le café aux clients qui sont là. Le café est fourni par le commerçant, donc on vient nous créer un partenariat avec le commerçant. Et en même temps, en servant le café, on vient briser une barrière avec les gens. Puis dans le jour, hein, c'est souvent dans le jour, qui on va voir dans les restaurants, les prendre un café, bien, c'est les retraités, les aînés. Alors c'est notre clientèle générale. Alors c'est là qu'on peut se permettre de pouvoir parler de différents programmes pour être en mesure justement de répandre, si on veut, nos projets de prévention. Alors, c'est un beau moyen de communication pour être en mesure de faire la promotion des programmes de prévention. Est-ce que vous connaissez diverses ressources plus anglophones? Comme Four Corners, c'en est une qu'on dirait que pour la Rive-Nord, qui est déjà en place, qui ont des subventions de gouvernement et publié comme quoi que l'organisation pour les anglophones, qui est basée à Deux-Montagnes, mais couvre toute la couronne nord, c'est l'organisation Four Corners. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, c'est certain que c'est une ressource qui peut effectivement venir en aide aux personnes, parce que souvent, les gens vont penser qu'il doit y avoir eu une plainte à la police pour faire appel à nos services, ce qui n'est pas le cas. Donc, une personne qui subit un acte criminel et qui ne sait pas ce qu'elle doit faire peut faire appel à nos services, et nous, on va regarder premièrement qu'est-ce qu'elle vit, comment ça se passe pour elle par rapport aux événements. On va aussi lui donner énormément d'informations sur qu'est-ce qui peut arriver si elle décide de porter plainte ou non. Parce qu'il y a des conséquences et il y a des gains par rapport aux deux. Et quelle est la mission principale du CAVAC? Intervenir auprès des personnes victimes d'actes criminels, quel que soit le type de crime, qu'il y ait eu une plainte ou non de fait aux policiers. La clientèle, c'est du 0 à 105 ans maintenant. Donc, il n'y a pas... que tu sois homme ou femme, quel que soit ton âge, ta religion, etc., tu peux faire appel à nos services. On parle des personnes qui ont subi le crime, donc des victimes directes, mais on parle aussi des proches. Pour nous, c'est clair. Il peut y avoir un acte criminel, mais il n'y aura jamais qu'une seule personne victime de cet acte criminel-là, parce que ça a des impacts sur toi comme personne, mais ça a aussi des impacts sur ton entourage. Donc, toutes ces personnes-là peuvent faire appel à nos services, et on reçoit aussi des personnes témoins d'un acte criminel. Il y a un vol à main armée dans une banque, toi, tu n'étais même pas à l'intérieur de la banque, tu étais de l'autre côté de la rue, tu as vu les voleurs cagoulés sortir, toi aussi, comme personne, tu vas vivre des émotions en lien avec ça. Donc, comme témoin, tu peux aussi faire appel à nos services. Tu peux être témoin d'une forme d'abus, ne pas savoir quoi faire. Nous, on est là pour te soutenir et donner de l'information. Bien, déjà, d'être plus informé, ça pourrait être un élément favorable à diriger les gens au bon endroit, si ce n'est que notre propre famille, là, d'aider nos aînés. Bien, c'est comme difficile, vu que la maltraitance vient souvent de la part des proches. C'est difficile de contrer comme en grande échelle, parce que tu peux pas aller dans la famille des autres puis dire arrête de maltraiter tes grands-parents. Ben, je peux m'assurer de ne pas en commettre autour de moi, premièrement. Puis deuxièmement, si je suis témoin d'activités de maltraitance, ben je peux m'arranger pour agir en conséquence et trouver des moyens pour que ça arrête autour de moi. Puis appeler, je pense qu'il y a une ligne qui existe pour... T'es l'aîné. Oui, c'est ça. Fait que appeler là, admettons, la police ou quelqu'un qui peut intervenir plus que moi, là. Quand on est dans la situation, quand on a une personne aînée à placer, par exemple, pour foyer d'accueil, c'est de s'informer, c'est de communiquer, c'est de surveiller et
c'est de bien s'occuper de ces personnes-là. Et idéalement, comme là, il y a je pense qu'il y a une recrudescence de popularité des maisons multigénérationnelles. Ça, je pense que c'est une très, très bonne idée. La personne reste près de la famille. Des fois, même, elle peut côtoyer les petits-enfants. Et ça donne... C'est une qualité de vie qui est meilleure que d'être placé, là, comme on dit. Moi, c'est sûr que comme citoyenne, si je suis témoin d'une situation d'abus, je vais aller voir la personne et lui dire, sais-tu qu'il existe des ressources qui peuvent te venir en aide, et je vais expliquer les ressources qui pourront l'aider à ce moment-là, et l'accompagner dans la démarche. Parce que souvent, les gens ont peur d'y aller seuls. Fait que, oui, comme citoyenne, j'irai avec elle. Toujours en donnant de l'information, informer tout le monde. Plus on en parle, mieux que c'est. De sensibiliser les gens à savoir que les personnes âgées sont vulnérables, souvent sont plus vulnérables, puis il faut y faire attention. Souvent, ils n'osent pas dire non. Alors, il faut faire attention à ça. C'est beaucoup de la sensibilisation, de l'information, d'en parler. Parce que souvent, les gens qui font de la maltraitance ne sont même pas conscients vraiment qu'ils en font. Ils ne réalisent pas. De leur expliquer l'importance aussi qu'ils n'ont pas à subir ça, puis qu'ils ont des droits. Puis c'est pas parce qu'ils sont aînés qu'ils doivent être laissés de côté. Bien au contraire, ils sont considérés, c'est des citoyens, c'est des personnes, puis ils ont leur place dans la société. Les droits sont encore là, puis ils se doivent être entendus. J'essaie d'être sympathique, dans le fond, d'être agréable avec eux. De prendre le temps de leur parler, un bonjour, comment ça va. Au centre d'achat, on essaie de ne pas les ignorer non plus. Souvent, la vie, ça va vite, on est pressé, mais 10 secondes pour tenir une porte ou pour redonner le sac à quelqu'un, ça coûte rien. C'est quelques secondes qui, en bout de ligne, ça a aidé une personne. Des petites actions quotidiennes. Bien, en tant que citoyen, on connaît pas mal tout notre voisinage, hein? Alors, quand on a une personne aînée, on va parler au niveau aîné, quand on a une personne aînée qui vit seule ou qui vit avec son conjoint, pourquoi ne pas lui offrir de l'aide de temps à autre? Mais en même temps, en offrant de l'aide, on crée un lien. Alors, si ces personnes-là, qui sont plus vulnérables, ont besoin d'aide un jour, bien, s'ils ont un lien avec un des voisins, bien, ça va faire en sorte qu'on va éviter une situation qui pourrait être désastreuse. Alors, le fait d'offrir de l'aide, faire du bénévolat auprès d'une personne aînée, bien, c'est gratifiant. Mais en même temps, tu viens créer un lien à ces personnes-là, puis tu viens aussi augmenter le sentiment de sécurité parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un du voisinage. Moi, j'ai une compagne, une amie, qui a travaillé à la Caisse populaire des Jardins et qui me disait que lorsque, tout à coup, il voyait qu'un compte se vidait, là, tout d'un coup, vite, là, puis des bonnes sommes, là. Alors, il soumettait une alerte, là, à la direction. Il y avait quelque chose qui se passait là, dans ce compte-là. Là. C'est toujours une question de dénoncer. Le citoyen, on peut dire c'est un citoyen, ça peut être quelqu'un qui travaille à la banque, quelqu'un qui travaille aux pharmacies, la personne même qui travaille dans une épicerie qui vont ramasser des sacs, qui vont faire la livraison des sacs, la livraison d'épicerie à la personne, qui voit, qui constate quelque chose, puis eux autres qui se disent eux-mêmes que si moi j'étais dans la position de cette personne-là, j'aimerais ça que ça arrête. Je pense pas que ce qui est en train de se passer là est correct. Et à ce moment-là, eux autres, il faut qu'ils dénoncent. C'est juste un coup de téléphone, c'est d'appeler aux bons endroits. Si c'est quelque chose d'urgent, qu'on voit que c'est vraiment un acte criminel, des voies de fait, même d'extorsion, de dire, regarde, moi je ne paye pas cette épicerie-là si tu finisses pas de faire mon lavage. Ou moi, autant que la cuisine n'est pas nettoyée, tu ne mangeras pas. Si vous constatez ces affaires-là, regarde, ça c'est un acte criminel. C'est inacceptable. Ça mérite un appel au 911. Puis on a un rôle comme policier, mais comme citoyen, tout le monde aurait le même rôle. Hein? C'est d'inciter la personne à dénoncer s'il vit une problématique. Okay, comme citoyen, je pense que c'est d'écouter puis orienter, vers les bonnes ressources, même comme citoyen. Si vous dites rien, ça va continuer. Donc, c'est votre devoir comme citoyen, quand vous voyez des situations comme ça, vous dites, regarde, si moi j'ai été dans cette situation-là, si ma grand-mère était dans cette situation-là, ma mère était dans cette situation-là, j'aimerais que ça arrête. Et à ce moment-là, il faut prendre le téléphone,
vous trouvez l'agent socio-communautaire de votre ville, vous communiquez avec lui ou elle, et eux autres vont être capables de prendre soin et de commencer à prendre les démarches pour que ça termine puis s'arrête.